Alors, dans le cadre du 10e journée de médecine générale de Sfax, le professeur Mohamed va nous parler de la stratégie Gozel Plus dans le traitement du diabète type 2. Pourquoi, quand et comment. Merci. Je tiens déjà à remercier les organisateurs pour parler. Ça marche. Pour parler du sujet de l'actualité. Et c'est un sujet qui est sponsorisé par le laboratoire Sciences. Donc on va parler de l'insulothérapie. L'insulothérapie sous la forme d'une stratégie basée plus dans le traitement du diabète type 2, pourquoi on est connu. Et on va le faire à partir d'un cas clinique. C'est le cas de notre président Brahim, qui a 52 ans, qui est agent de groupe, qui a une surcharge pondérale modérée et qui est diabétique depuis 12 ans. Il est hypertendu, bien contrôlé sur la méthodologie 10. Et il a fait un fondeur récent, depuis quelques semaines déjà, qui lui montre quelques micro-analyses, donc une rétinopathie diabétique débutante. Sa créatinine, son LDL cholestérol sont normaux, et sa microalbuminurie est plutôt négative. Sibrahim est traité par insuline glargine, 56 unités le soir, et cette insulothérapie a été initiée depuis déjà 2 ans. Il est l'insuline associée au glutéride à 4 mg, un comprimé le midi, et à la metformine, 1000, un comprimé le matin et soir. Sa glycémie à jeun est à 1,15 g, mais son hémoglobine glycée est à 8,7. Déjà, 6 mois avant, elle était à 9,2. Donc, il y a une certaine amélioration depuis déjà son moment. Sibrahim est très inquiet pour la récente découverte de sa rétinopathie et il l'exprime. Il dit, il rapporte que sa collègue de bureau diabétique a une hémorragie à l'œil droit, pour laquelle elle a été opérée, mais elle a presque perdu son œil. Alors il se pose des questions. La tête de mes yeux peut-elle disparaître si mon diabète est mieux contrôlé? Est-ce que je risque de devenir aveugle et donc perdre mon travail? Vous voyez, donc l'inquiétude de Sibrahim. Sibrahim est trop pris par son travail, il est agent de banque, il travaille de 8h à 17h. Il a une pause déjeuner d'1h à midi et il utilise le ticket restaurant. Il prend son repas en fait principal le soir en famille. Depuis 6 mois, il fait de plus en plus attention à son régime et fait 30 minutes de marche quotidienne après le travail, surtout depuis qu'il a été connu porteur de cette rétinopathie débutante. Donc, durant les 6 derniers mois, la dose de glargine a été augmentée. Elle passe de 0,4 unité kg à 0,7 unité kg avec amélioration des contrôles glycémiques de la glycémie naturelle et aussi une augmentation des fréquences des hypoglycémies nocturnes. Son contrôle donc glycémique n'a pas été optimal durant les 2 dernières années malgré l'introduction de la glargine, mais vous l'avez finalement convaincu qu'un changement de son schéma thérapeutique est vraiment nécessaire. Et il a raison. Parce que laisser une glycémie toujours élevée de façon chronique, ça fait mal, ça donne des complications. Et là, les grandes études telles que l'IPRDS montrent bien, plus l'hémoglobine glycée est élevée, plus le risque d'avoir des complications à la fois micro et macro-hépatiques surviennent. Et on sait bien que le diabète sucré augmente la mortalité. Le diabète est la 6e cause de décès. Et c'est le décès essentiellement cardiovasculaire, avec donc une espérance de vie diminuée. Le diabète est cause de neuropathie dans 60 à 70% des patients, cause de dépression, cause d'amputation, cause d'insuffisance rénale. La première cause de neuropathie d'insuffisance rénale est le diabète. Et surtout dans le cas de quelqu'un Sibrahim, c'est la première cause de cécité dans le pays développé. Mais ce
ce risque de complication peut être diminué en équilibrant bien le diabète. Et là également, toutes les études le démontrent. Et là, je reprends les données de l'étude du KPDS. Diminuer 2% en hémoglobine glycée fait diminuer le risque de développer les complications microvasculaires de 37%, le risque de décès lié au diabète de 21%, le risque d'infarctus du myocarde de 14% et le risque d'atteinte vasculaire périphérique de 43%. Donc, les grandes études montrent cela. Et pour la rétinopathie en l'occurrence, parce que là, c'est la présente cette rétinopathie. Donc, le fait d'équilibrer le diabète dans l'étude des CCT qui consacrait le diabète type 1 fait diminuer donc le risque de survenue de 30 à 35%. Même chose l'étude Kumamoto. Donc, c'est une étude japonaise qui s'intéresse au diabète type 2, ça fait diminuer le risque de développer la rétinopathie. Et bien sûr, on retrouve également la même chose au niveau de l'étude de IKPDS. Dans l'étude de CCT, ça diminue certes la survenue de la rétinopathie diabétique, mais également ça diminue la progression de la rétinopathie. Si on équilibre bien, malgré l'existence de la rétinopathie, on stoppe l'évolution de la rétinopathie. Dans le diabète type 2, c'est le même phénomène. On peut, en équilibrant bien le diabète, on peut stopper l'évolution de la rétinopathie et ralentir cette évolution. Mais toutes les années d'hyperglycémie comptent. Il faut aller très vite, dès le départ. Il ne faut pas laisser traîner des hyperglycémies chroniques. Et effectivement, là, un tableau qui résume les plus grandes études. Tous, comme l'avait montré tout à l'heure le professeur Paul Valency, tous donnent dans le bras bien équilibré, dans le bras intensif, tous montrent que chez le diabétique type 2, KPDS accorde un 20 c'est diabétique, ou chez le diabétique type 1, les types de CCT, tous montrent une diminution nette de la survenue d'atteinte microvasculaire. Pour les phénomènes cardiovasculaires, les complications cardiovasculaires, c'est un effet neutre. Pour la mortalité également, c'est un effet neutre, sauf dans l'étude actuelle. Et là, la société établie de participants des malades anciens, diabétiques anciens, fragiles, mais compliqués, et donc ce qui a conduit à l'arrêt de l'étude de façon prématurée. Mais remarquez dans les cas bleu clair, sans des reprises de ces études, 10 ans après la fin de l'étude, on a vu ce qui se passait chez ces patients. Et là, ça montre bien, dans les KPDS et les CCT, le bénéfice, dans le bras bien contrôlé, le bénéfice est toujours existant pour la microangiopathie. Ce bénéfice est devenu significatif pour les complications cardiovasculaires. Et ce bénéfice est toujours pour le KPDS pour la mortalité, plutôt reste neutre pour éthique, c'est-à-dire post-électricité chez le diabétique type 1. Moralité, il y a une mémoire tissulaire ou glucose. Donc tout est comptabilisé. Il faut donc traiter tôt. Et mais attention aux maladies fragiles, parce qu'avant accord, lorsqu'on a poussé pour avoir un bon équilibre, ça a donné plutôt des complications frappantes, augmenter notamment la mortalité. Donc, il est tout à fait recommandé de traiter plus tôt, du fait de cette mémoire métabolique, de traiter plus fort. Il ne faut pas laisser traîner des hémoglobines glycées élevées. Mais bien sûr, il faut évaluer le fait bénéfice-risque en fonction du sujet. Il y a des sujets où il ne faut pas être trop strict pour l'équilibre. Et donc, en gros, il faut renforcer sans tarder, éviter l'inertie thérapeutique. Donc, et là, vous le savez trop bien, que les objectifs glycémiques doivent être adaptés en fonction de chaque patient. Il faut l'adapter en fonction de l'âge, de la durée du diabète, des complications cardiovasculaires, des risques d'hypoglycémie, de la variabilité glycémique. En gros, presque tout le monde devrait être moins de 7% d'hémoglobine glycée, moins d'1,30 g à jeun et moins d'1,80 g en post-prandial. Mais il y a des sujets qui sont plus âgés, avec plus compliqués, des diabètes anciens. On peut donc tolérer plutôt des hémoglobines plus élevées. Et d'autres plus jeunes, avec des hémoglobines moins élevées, donc moins de 6 et 10%. Je reviens au cas de Ibrahim. Donc, je vous rappelle,
diabétique type 2 depuis 12 ans. Il a une éthyropathie débutante, il est sous l'agine à 56 unités, il est 4 mg, et metformine 2 grammes par jour. Sa glycémie agent est 1,15 g, son hémoglobine glycée est 8,7, elle était 6 mois avant à 9,2. Voilà son cycle glycémique. Et là, vous remarquez que ça confirme qu'il a toujours une glycémie agent correcte, à l'objectif. Mais ce sont les postprandiales. Le problème est dans les postprandiales. Toutes les postprandiales sont élevées. Et vous remarquez déjà que c'est le dîner qui est le plus hyperglycémique. Rappelez-vous, c'est un agent de trompe. Et ils sont au repas principal. Et le dîner chez lui, le soir, en famille. Donc, quel est le schéma thérapeutique que vous allez choisir chez ce patient? Est-ce que vous allez garder le même schéma thérapeutique? Est-ce que vous allez augmenter la dose de glimepiride à 6 mg? Est-ce que vous allez ajouter un autre antibiotique oral? Il y a l'exemple de la carbose, l'exemple de l'inhibiteur des PK. Possible. On verra pourquoi. Non. Et ou est-ce que vous allez plutôt opter vers une intensification de l'insuline? Alors, prenons la première éventualité. Garder le même schéma thérapeutique, c'est certainement inefficace, parce que déjà, il observe bien son traitement, et déjà, il fait beaucoup d'efforts au niveau des régimes d'activité physique, on l'a dit. Deuxièmement, prenons la possibilité d'augmenter le glimepiride à 6 mg, vous savez que ça existe, sous forme d'un comprimé à 6 mg. Et là, je vous rapporte une étude, et là, vous le constatez en privé, ça ne donne pas beaucoup de résultats. De passer de 6, de 4 à 6 mg. Et là, cette étude le confirme. Il compare 1 mg, 4 mg et 8 mg. La différence est nette entre les 4 et 8 par rapport à 1 mg. Sur le plan des signalements, postprandial et hémoglobine glycée. Mais la différence entre le 4 et le 8, déjà, n'est pas énorme. Là, vous voyez 1,8 pour le 4, 1,8% de diminution des hémoglobine glycée pour le 4 et 1,9 pour le 8. Donc, c'est pratiquement la même chose. Et là, la conclusion, c'est que ça ne donne pas un mieux entre le 4 et le 8. Le mieux que 6. La troisième éventualité, et là, ça a séduit bien sûr pas mal d'entre vous. Donner de la carbose ou surtout donner une culture de 4. C'est légitime, on peut le faire. Mais, c'est un mécanisme d'action intéressant. Là, j'agis également sur la GPP, c'est la glycémie postprandiale. Mais c'est peu efficace. Et là, dans cette liste d'analyse, vous le savez, les inhibiteurs de la glucosidase et les inhibiteurs de la lipidase, c'est pratiquement la même baisse. L'hémoglobine glycée de 0,5 à 0,8, il donne le meilleur étude à 1%. Rappelez-vous, il est à 8,73. Donc, on ne va pas être à l'objectif. Donc, il nous reste la solution meilleure, c'est l'insulinothérapie. Il faut l'intensifier. Parce qu'il faut l'intensifier, parce qu'on est en état d'échec de l'insuline basale plus les alliés. À la définition de l'échec, c'est lorsque on a une glycémie agent autour d'un gramme, c'est le cas de sucre, il est à 1,15 g, 1,18 g, mais avec une hémoglobine glycée supérieure à 7%. Ce qui suggère que les antidiabétiques, notamment les insulinosécréteurs, le glimepiride en l'occurrence, perdent leur capacité à contrôler la JPP, la glycémie postprandiale, et que l'amélioration du contrôle de la glycémie postprandiale passe par d'autres moyens. Alors, cette situation d'échec de la basale ADO, elle donne différentes situations. Là, pour Riedel, il donne que 30 à 50% des patients sous insuline basale n'atteignent pas les objectifs d'hémoglobine glycée. Et là, on peut anticiper, parce qu'ils ont été insulinés assez tardivement. Alors, Monnier donne 3 situations. Il dit que la première, c'est l'évolution naturelle de la maladie pancréatique, donc le type 2. Vous savez, avec l'évolution, il y a une diminution de la sécrétion d'insuline. Ça s'essouffle.
Le risque ou l'autre situation, c'est que lors de la digression, on augmente la basale, mais il peut y survenir des hypoglycémies. La troisième, il y a de fortes doses de basale, mais on a toujours une glycémie à jeun et ce qui n'est pas l'objectif, on n'arrive pas, donc on ne va pas augmenter de façon éternelle, vous avez la basale et il faut reconsidérer le traitement. Voilà schématisé cette histoire naturelle de la sécrétion d'insuline avec une détérioration progressive de l'insuline-sécrétion. Déjà au diagnostic, vous avez une perte d'à peu près 50% de la sécrétion d'insuline. Donc, il vous faut intervenir assez tôt. Lorsque vous sentez que les antibiotiques ne servent plus à rien, il faut essayer d'insuliner au plus tôt et insuliner par une basale ADO. Et ce principe de cette basale, de l'insulothérapie basale ADO, c'est que lorsqu'on va diminuer, parce qu'on va agir sur la glycémie à jeun, lorsqu'on diminue la glycémie à jeun par la basale, on va avoir un effet domino sur le reste des glycémies pendant la journée, pendant la nuit. Donc on améliore l'équilibre glycémique. Alors, ça avance sur le sécrétion diminue encore, et donc on sera après échec de la basale ADO, on sera à un stade ultérieur où il faut penser à introduire des insulines en pré-bronchial. Donc, quel est le schéma thérapeutique qu'on va utiliser pour l'intensification chez ce patient? On a plusieurs possibilités. Je rappelle qu'il a des glycémies post-bronchiales qui sont élevées, et c'est surtout le dîner qui est élevé. Donc, on a la possibilité entre le basal plus, c'est-à-dire ajouter un analogue rapide au repas le plus hyperglycémique. On commence par ça. Ou aller directement vers le basal bolus classique, d'emblée. Donc, une basale plus 3 injections d'insuline en pré-bronchial. Ça signifie 4 par jour. Et bien sûr, ça peut donner des résultats. Ou faire une approche par l'analogue biphasique. 2, voire même 3 injections. Il y a des analogues, donc prémixés, où il y a une partie rapide et une partie lente. Et là, je pense pour ce patient qui est travailleur de banque, donc qui mange essentiellement le soir, on peut être tenté par le schéma premier, le schéma basal plus. Alors, quel est le principe de ce basal, le concept basal plus, c'est d'aller pas à pas. Après l'échec des antibiotiques oraux, l'échec de la basale ADO, on va vers un basal plus, c'est-à-dire plus 1 avant le repas le plus élevé, et par la suite, ça va évoluer vers plus 2, voire plus 3, c'est-à-dire basal bolus. Je rappelle que la glycémie postprandiale participe également à contribuer à l'hémoglobine glyquée. Là, vous avez en orange la glycémie, la part de la glycémie à jeun dans l'hémoglobine glyquée. Et rappelez-vous l'importance de la glycémie à jeun dans les hémoglobines glyquées supérieures à 8,5. Alors, dans les hémoglobines glyquées entre 7 et 8, entre 7 et 8,5, c'est surtout la post-bronchiale. Donc, les excursions glycémiques post-bronchiales ne sont pas en fait tout à fait équivalentes après le repas selon le patient. Donc, chaque patient a des glycémies post-bronchiales. Son mode de vie s'accentue. Les glycémies post-bronchiales les plus élevées vont varier d'un patient à l'autre, voire d'un pays à l'autre, selon le type de repas, bien sûr. Alors, le contrôle de la glycémie post-bronchiale la plus élevée aura certainement un impact sur les autres glycémies de la journée, en particulier les glycémies pré-bronchiales suivantes. Alors, deux auteurs, l'un américain, l'autre français. L'américain du nom de Rosenstock et le français du nom de Monnier se sont amusés à voir quel est le repas le plus élevé glycémiquement dans leur pays respectif. Alors, aux USA, c'est surtout le dîner qui est le plus hyperglycémique. En France, c'est surtout le déjeuner. Bon, ici, c'est tout le temps. Mais c'est pas grave. Donc, aux États-Unis, ils ont utilisé basal plus avec une injection pré-bronchiale surtout le soir et ça a amélioré les glycémies. En France, c'est surtout, donc ils ont utilisé pré-bronchiale en pré
vise à améliorer le cycle glycémique. Alors, cette stratégie Basal Plus va commencer en premier par optimiser la glycémie agent. On n'a pas le droit de parler de Basal Plus sans qu'on ait une glycémie agent correcte aux objectifs. Et optimiser la glycémie agent, bien sûr, c'est titrer la basale. Il faut que vous titrez bien la basale pour passer à une étape ultérieure. Donc, pour ramener la glycémie agent à des valeurs les plus proches possibles des valeurs normales. Et puis, une fois c'est fait, c'est ajouter l'insuline d'action rapide, un analogue rapide, une fois par jour lors du repas principal, afin de contrôler le plus grand delta glycémique de la journée chez des patients avec un taux d'hémoglobine glycée entre 7 et 9. Ça ne va pas marcher pour les 10-11% d'hémoglobine glycée parce que c'est trop tard. Donc, c'est une étape pas à pas. Et cette stratégie Basal Plus, pour elle, il y a des données récentes, des études récentes, notamment l'étude OPAL de Détroit et Osiris, qu'on va voir très rapidement. Alors, l'étude OPAL, ça a concerné donc l'évaluation de l'efficacité du Basal Plus, qui compare l'ajout d'une injection d'insuline rapide, en l'occurrence l'Apidra, au petit déjeuner systématiquement. Donc, soit petit déjeuner systématiquement, soit au repas principal. Donc, ça a concerné 316 plutôt diabétiques insuffisamment traités, insuffisamment contrôlés, par l'antus et ADO. Et on a deux groupes. Le groupe petit déjeuner, donc on ajoute à l'argine ADO, on ajoute de l'Apidra une fois par jour au petit déjeuner. Et le groupe repas principal, l'antus ADO plus Apidra une fois par jour au repas principal. Et attention, le repas principal peut être le petit déjeuner. Donc, dans ce groupe, il peut y avoir des petits déjeuners. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans les deux groupes, on a une amélioration de l'équilibre glycémique, avec donc une augmentation du nombre de patients qui sont à l'objectif d'hémoglobine glycée moins de 7%. Et cette amélioration-là est nette également. Dans le groupe petit déjeuner, ça passe de 7,35 d'hémoglobine glycée à 7,03. L'amélioration est meilleure dans le groupe repas principal. Et attention, le groupe repas principal inclut également des sujets dans le repas principal et le petit déjeuner. Donc, mais entre les deux, ce n'est pas significatif. C'est significatif avant la mise du Basal Plus par rapport à après. Donc, après plutôt par rapport à avant, dans les deux groupes, mais entre les deux groupes, c'est après qui fixe. Et là, ça se traduit sur les cycles glycémiques. Là, lorsque l'insuline rapide est donnée dans le petit déjeuner, vous voyez en vert là le basal, c'est-à-dire le cycle glycémique avant le traitement. Et là, après le traitement, il y a une amélioration. Même chose lorsque c'est au déjeuner. Et vous remarquez surtout les glycémies pré-prandiales suivantes qui vont être mieux améliorées. Et la même chose lorsque c'est donné le soir, il y a une amélioration donc des cycles glycémiques qui se traduit bien sûr par l'amélioration sur l'hémoglobine glycée comme on l'a vu. Et cette étude OPAL ne montre pas de prise de poids excessive, ni d'hypoglycémie confirmée, ni d'hypoglycémie sévère. La deuxième étude, c'est l'étude 1, 2, 3. Alors, le principe, c'est avec la basale, on va ajouter 1, 2 ou 3 injections d'insuline rapide. Alors, ça a concerné, bien sûr, des diabétiques type 2 qui sont nés sans insuline. Donc, ils n'étaient pas insulinés, ils étaient sous antibiotiques. La première étape, c'est d'introduire une basale, d'introduire l'argine pendant 14 semaines. Puis, on se divise en 3 groupes. 2, on va donner l'antus plus une Apidra, l'autre, l'antus plus 2 Apidra, et le troisième groupe, l'antus plus 3 Apidra, donc le basal bolus classique. Et ça dure 24 semaines. Le résultat, bien sûr, déjà à l'introduction de l'antus, il y a augmentation du nombre de sujets qui sont à l'objectif. Et bien sûr, l'introduction d'une ou de plusieurs rapides, ça améliore encore. Dans les 3 groupes, il y a une amélioration nette donc de l'hémoglobine glycée. Vous remarquez quand même qu'il y a une amélioration
plus importante pour le groupe basal bolus classique 1 plus 3. Alors, pour la prise de poids, c'est à peu près la même chose. Pour les hypoglycémies également, mais là, pour les hypoglycémies sévères, on remarque que le basal plus une seule injection, il y a moins d'hypoglycémie. De la troisième étude, et enfin, c'est l'étude Osiris qui est faite par Denis Lagarde et qui a comparé les schémas, soit d'aller d'emblée vers le basal bolus, soit d'aller progressivement vers le basal bolus. Donc, il a subdivisé en 3 groupes. Le groupe 1, lentus plus Guadapidra plus metformine, d'emblée, basal bolus d'emblée. Le groupe 2, allez doucement. Alors, lentus plus apidra plus metformine. Si ça ne marche pas, s'il n'est pas à l'objectif, il ajoute une deuxième. Si n'est pas à l'objectif, il ajoute une troisième. Le groupe 3, c'est la même chose, mais la différence, c'est qu'il garde le sulfamide d'hypoglycémie. Alors, sur le plan caractéristique démographique, sont à peu près les mêmes, c'est appareillé donc avant la randomisation. L'évolution de l'hémoglobine glyquée dans le groupe 1, basal bolus d'emblée. Dans tous les groupes, il y a baisse donc, de l'hémoglobine glyquée, amélioration. Mais vous le voyez, l'amélioration est plus nette, surtout en moyenne, bien sûr, pour le groupe basal bolus. Là, les cycles glycémiques, d'avant la randomisation à la fin de l'étude, donc tout est baissé, bien sûr, et ça garde pour le groupe 1, c'est en vert, c'est celui qui est en bas. Mais, il y a une moins prise de poids avec le basal plus, un seul. Donc lorsqu'on va dans le groupe 2 de façon progressive, on prend moins de poids qu'avec le basal bolus d'emblée ou qu'avec le basal bolus progressif, mais avec sulfamide et hypoglycémie. Et encore, quelque chose d'important, dans le groupe 2, chez les sujets qui sont moins de 7%, dans le groupe basal plus progressif, chez les sujets où on atteint les moins de 7%, il y a moins d'hypoglycémie. C'est net par rapport au groupe 1 et par rapport au groupe 3, par rapport au groupe basal bolus et par rapport au groupe basal bolus, basal progressif plus insulinon sécréteur. Donc les conclusions de cette étude Osiris. Dans tous les groupes, il y a une amélioration significative du contrôle glycémique global, avec meilleurs résultats pour le groupe 1. On s'attendait, basal bolus complet d'emblée. Et il y a une non-infériorité qui n'est pas atteinte du groupe basal bolus progressif. C'est bien, mais ce n'est pas inférieur, disons, à la basal bolus complet. Par rapport donc au groupe basal bolus complet d'emblée. Mais dans ce groupe basal bolus 1, il y a 40% qui sont restés à ce schéma. On n'est pas allé à 3 injections par jour, ce qui est excellent. Enfin, l'amélioration des l'hémoglobine glyquée dans le bras basal bolus progressif s'accompagne de moins d'hypoglycémie et de moins de prise de poids. Et c'est significatif par rapport aux 2 autres groupes. Donc, on résume cette stratégie basale plus. C'est une administration d'une insuline basale une fois par jour, plus une insuline rapide une fois par jour avant le repas principal. Mais elle va nécessiter, c'est une première étape d'intoxication à envisager après optimisation de la dose de l'insuline basale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une glycémie agent normale sous basale avant de penser passer à une étape ultérieure. L'ajout de l'insuline rapide une fois par jour à l'insuline basale améliore significativement l'hémoglobine glyquée et augmente le pourcentage des patients atteignant l'objectif moins de 7%. Ceci est surtout intéressant pour les gens qui sont entre 7 et 8. Ils ne sont pas trop élevés. Ils ont 7 et 8, même 7 et 9. Mais dans les cas où l'hémoglobine glyquée est plus élevée, ce schéma ne marchera pas. Ou marchera moins. L'ajout d'une insuline rapide une fois par jour à l'insuline au petit déjeuner est aussi efficace que son administration avant le repas principal. On l'a vu. Bon, ce sont des études surtout
vaut mieux utiliser la rapide avant le repas principal. La stratégie basale plus a un profil de tolérance satisfaisant et elle est associée à une faible incidence d'hypoglycémie et à une faible prise de poids. Et à mesure que la maladie progresse, une seconde injection quotidienne d'insuline peut être bien sûr ajoutée, voire une troisième, et donc arriver au bas. Et ceci rejoint les recommandations de 2017, donc de l'ADA. Et là, on vous dit, lorsque la basale ADO ne marche plus, vous avez le choix entre trois possibilités. Ajouter une rapide avant le repas principal, ou opter pour la prémisse, et là, vous vous rappelez, avant 2017, c'était en pointillé. Maintenant, il faut être honnête, ça devient en gris blanc. Donc, c'est une possibilité à part entière. Ou encore, la troisième possibilité qui a été la première fois cette année, c'est d'ajouter un analogue de GLP-1 que nous n'avons pas encore utilisé, mais ça va arriver. Donc, ajouter cela à la basale ADO. Je reviens, Ibrahim. Donc, on a opté pour le basal plus, on va ajouter de l'insuline glulisine, donc un analogue rapide, au repas principal du soir. Et on commence par une dose initiale de 4 unités. Et par la suite, on ajuste selon on verra sur la glycémie post-prandiale du soir. Il faut qu'elle soit à l'objectif. On va garder la glargine, on va garder la metformine, bien sûr, on va arrêter de sulfamide hypoglycémique. Oui, on peut opter à la même dose. Et par la suite, si vous voyez bien sûr qu'il y a une tendance de l'hypoglycémie, on peut diminuer. Alors, ce schéma peut par la suite évoluer vers basal plus 2, voire basal plus 3, si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints. Et là, ce que recommande également l'ADA, de passer donc soit vers les 3 injections de prémissé, soit vers le basal bolus complet. Et après basal plus, on a la possibilité basal bolus complet ou 2 voire 3 prémissés. Et là, je rapporte un mot donc, sur cette méta-analyse qui démontre bien que pour l'équilibre du diabète, le basal bolus est nettement meilleur que pour les prémissés. Donc 2 voire 3 injections. Alors, en 2013, on a donné donc ces recommandations pour le choix entre l'intoxication, dans l'intoxication de l'insuline, entre la prémixée et le basal bolus. Bien sûr, il y a la préférence du patient. Il y a des patients qui veulent le minimum d'injection. Et il y a un seul stylo. Mais, pour le diabétique type 1, à tout âge, c'est le basal bolus complet classique qui est le meilleur schéma. Chez les sujets âgés, bien sûr, on peut imaginer le prémixé. Les sujets plus jeunes, plutôt basal bolus. Lorsque le malade est hautement motivé, y compris en observant, donc basal bolus. Lorsque le style de vie n'est pas organisé, donc il y a une différence dans l'horaire de repas. Par contre, s'il est bien ordonné et bien organisé, bien sûr, on peut opter avec les prémixés. Et enfin, lorsqu'il y a une grande variabilité des habitudes alimentaires également, il vaut mieux passer basal bolus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message de cette présentation? Premièrement, qu'il y a une détérioration progressive de la fonction bêta cellulaire. Donc, il y a une diminution progressive de l'insulinsécrétion. Au début du diagnostic diabète, vous êtes très content parce qu'avec régime et activité physique, on est aux objectifs. Par la suite, généralement, très vite, on est obligé de produire des antianxiolytiques. Vous savez que systématiquement, c'est la metformine. Et après la metformine, ça peut être 1 ou 2. Ça peut être 1 ou 2 autres. Et lorsque, malgré 2 antianxiolytiques ou 3 antianxiolytiques, l'hémoglobine n'est pas l'objectif, on va passer à la basale ADO. Donc, on ajoute une basale en bétail. Mais on a vu près de 40% de basale ADO ne marche pas. Et donc, lorsque la glycémie agent reste élevée, l'hémoglobine glyquée élevée, on va passer à la basale ADO. Mais lorsque la glycémie agent est à l'objectif, mais l'hémoglobine glyquée reste élevée, c'est que 100% de l'augmentation de l'hémoglobine glyquée est due à la glycémie postprandiale. Et là, il faut opter vers le basal plus.
familial avant le repas principal. Par la suite, ça peut évoluer, bien sûr, progressivement vers le bassin bonus complet, et je vous remercie.